La table ronde maintenant, donc les intervenants, donc Philippe Claret, maître de conférence en droit public, vous avez les notices sur le programme, voilà, qui travaille donc ici même à Bordeaux 4 et à l'Institut d'études politiques de Bordeaux et qui est spécialisé sur l'axe de recherche Europe centrale et orientale. Voilà. À ses côtés, donc c'est Régis Ritz, voilà, qui est président honoraire de l'Université Bordeaux 3, alors que j'ai tous les éléments, et qui a une compétence professionnelle initiale en anglais, donc c'est un autre monde que celui dans lequel nous nous sommes déplacés jusqu'ici, c'est donc d'autant plus intéressant. À ses côtés, donc voilà, alors que je retrouve votre voilà, Christophe Altechouli, voilà, qui vient de Kerouan, pardon, de Meknès, alors, et qui a une spécialité, donc École supérieure de technologie. Marie-Christine Gautreau-Lalanne, maître de conférence à l'IAE de Bordeaux, et votre spécialité que je retrouve. Voilà, en management international, je n'ai pas les éléments plus précis sur la fiche. Donc, à vos côtés encore, voilà, Fadi El Hadj, professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, avec lesquels voilà, centre de l'éducation. Et en dernier, au bout, donc Jean-Luc Fauguet, sociologue à l'Université d'Aix-Marseille, membre du bureau du RIFEF, c'est-à-dire de l'association des formations de formateurs. Alors effectivement, c'est l'Université d'Aix-Marseille, qu'on appelle Aix-Marseille Université pour passer en pôle 1 sur Google, hein, puisque ça commence par A. Donc c'est une réunification, et moi à l'intérieur, je suis responsable des relations internationales pour l'IUFM. D'abord, un des thèmes d'évidence, c'est la formation des enseignants qui m'intéresse, bien entendu. Donc, éducation et formation, c'est un thème un peu large. Et puis, ce que je comptais développer, c'était plus les manières de monter de vrais partenariats qui étaient dans la problématique, me semble-t-il, de la table ronde, quoi, hein. Donc, comment est-ce qu'on peut faire avec des programmes, une politique, des stratégies qui sont toujours un petit peu ambiguës quelquefois pour monter de vrais partenariats de recherche. Et voilà, je pense que c'est plutôt là-dessus que je pourrais être le plus à même d'intervenir. Bonjour, donc c'est Fadi Hadj de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Saint-Joseph. Également, moi je pourrais intervenir ou discuter avec vous à propos de l'éducation et de la formation des enseignants du secondaire, mais également et surtout des enseignants du supérieur, par le biais de la formation diplômante, mais également par le biais de la formation continue, ou éventuellement vous présenter, si ça vous intéresse, un peu plus en détail les projets Tempus que j'ai pas eu le temps de présenter le matin, on verra. Oui, bonjour, Marie-Christine Gautreau. Donc, je suis à l'IAE de Bordeaux, l'IAE qui fait partie de l'Université Bordeaux 4 et qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Institut d'administration des entreprises, c'est-à-dire une espèce de business school qui est intégrée dans l'Université Montesquieu Bordeaux 4. Donc, moi, je dirige le service international de cette institution. Et depuis maintenant plus de 20 ans, un master qui était auparavant un DESS, qui est un master de management international, dans lequel les étudiants sont obligés de partir à l'étranger au deuxième semestre, Erasmus ou non Erasmus. Donc moi, ce que je peux vous peut-être commenter, dans le titre de la conférence, qui me gênait un petit peu parce que je n'ai pas de compétences partout, mais par contre sur l'inclusion, alors je ne sais pas si on dit plutôt insertion, socio-professionnels des étudiants, peut-être de voir comment ont évolué les attentes des étudiants par rapport justement à ces séjours à l'étranger et comment finalement on est passé d'une période d'avant la crise où c'était l'auberge espagnole à une période de génération CV, comme a dit un intervenant ce matin, où la crise aidant, on a d'autres objectifs quand on se dirige et justement comment rendre attractifs les programmes. Ça, je pense que c'est des bons thèmes sur lesquels on peut discuter. Merci. Bon, Richoubi Mustafa, donc vice-président chargé des affaires académiques à l'université Moulay Ismaïl. Alors, j'aimerais intervenir ici sur deux points. C'est deux expériences
vécues par l'Université Moulay Ismaïl. Alors la première concerne un projet dans le cadre d'Erasmus Mundus où on est partenaire associé, qui est Mare Nostrum. C'est une expérience personnellement que je trouve intéressante. Et le deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les partenariats pour les formations double diplôme. Là aussi, donc, on a une expérience avec une université française et c'est une expérience que nous comptons fructifier et capitaliser sur ces résultats pour l'élargir à d'autres diplômes, d'autres masters. Voilà, en ce qui me concerne, je fais partie intégrante de la génération Erasmus, puisque je fais partie de ceux qui ont lancé le programme en 87-88. J'ai été aussi promoteur Erasmus. Et je m'intéresse beaucoup à la politique linguistique en Europe. Et récemment, et vous allez comprendre ma position, j'avais proposé une conférence, un colloque international que j'avais intitulé « Help ». Help, au secours. Et en fait, HELP est un sigle qui représente Higher Education Language Policy. Donc politique linguistique dans l'enseignement supérieur. Et pourquoi HELP? C'est parce qu'il n'y a pas de politique linguistique à proprement parler et qu'il est temps que l'on réagisse, notamment contre une domination d'une certaine lingua franca, contre un anglais qui est parfois un anglais pauvre. La dernière expression que j'ai entendue pour qualifier cet anglais, c'est anglais décaféiné. Donc une réaction pour montrer que dans le domaine européen, dans cette diversité, il faut rappeler l'essence même de cette identité, c'est-à-dire ce multiculturalisme, ce multilinguisme, et toutes les langues sont appelées évidemment à siéger. Merci. Philippe Claret, maître de conférence dans cette université, Bordeaux 4, est directeur adjoint d'un centre de recherche qui porte le joli nom de Centre Montesquieu de recherche politique. J'insiste là-dessus tout simplement parce que lorsque Jacqueline Bergeron m'a proposé de participer à cette table ronde, je lui ai dit que mes compétences me permettaient sans doute de parler de recherche, mais pas de formation. Donc je me sens un petit peu en décalage par rapport à mes voisins qui ont une compétence très forte sur la formation. Et personnellement, j'avais prévu ou imaginé d'évoquer plus exactement les questions de recherche en direction des États post-communistes pour montrer finalement quel a pu être l'intérêt d'une expérience à micro-niveau, on va dire. Il s'est agi d'un centre de recherche, mais je ne vais peut-être pas entamer tout de suite la question. C'était vraiment une façon de souligner que c'est sur ce volet recherche que je peux intervenir, en montrant bien sûr les prolongements par rapport au thème de cette table ronde, démocratie, partenariat. Quelle contribution des différents acteurs. Merci. Alors nous reviendrons évidemment sur ce thème de la recherche, nous reviendrons évidemment aussi sur le thème des langues, je crois que c'est très important, et à titre d'un témoignage tout à fait personnel, je dirais qu'il m'a semblé, pour les expériences que j'ai menées moi-même, que précisément la manière dont les universités d'Europe centrale et orientale ont constitué leur cursus depuis une vingtaine d'années ont été, si j'ose dire, en mode recherche. C'est précisément parce qu'on est passé d'un mode d'inculcation relativement dogmatique, à l'idée d'avoir à appréhender des contenus éclectiques, nouveaux et venant de tous les horizons, que ces universités sont parvenues à constituer finalement une méthodologie ouverte, peut-être plus européenne chez elles que nous n'avons le sentiment de l'avoir réussi chez nous. Donc voilà, je pense qu'on reviendra bien sur le thème que vous indiquez. Maintenant, les premiers intervenants qui se sont exprimés ont, je crois, présenté une première question. Je veux juste me faire leur interprète et leur renvoyer du coup sous cette forme. La question c'est, est-ce que pour les partenariats que vous parvenez à monter ou que vous imaginez, est-ce que vous êtes plutôt dans des stratégies d'établissement avec une carte, un réseau, des partenariats bilatéraux ou un certain pragmatisme ou opportunisme qui permet de saisir des occasions qui se présentent pour valider les orientations et les priorités de vos établissements, ou bien est-ce que vous avez le sentiment que les stratégies européennes donnent un caractère générique
à vos partenariats et que vous inscrivez ces partenariats par-delà les occasions qui se présentent dans un schéma global qui est explicite dans vos conseils et qui sert de guide de gouvernance d'une certaine façon pour l'orientation pluriannuelle de vos établissements. Bon, c'est une première façon d'aborder la question. Qui veut répondre ? Bon, je ne sais pas, je suis en premier de la table, donc je vais tenter de répondre à ça. Les deux sont évidemment pas contradictoires. Je pense que pour ce qui est de mon institution, on a commencé par quelque chose qui n'était même pas de la stratégie d'établissement, mais de la politique un peu opportuniste, mais en réalité c'était lié à un défaut de la formation des enseignants en France, et pas qu'en France, qui était que ce n'était pas adossé au processus de Bologne pendant longtemps. C'était des diplômes professionnels qui n'étaient pas sur le LMD, et qu'ensuite le Erasmus, malheureusement, ne pouvait pas être une possibilité de stage et de formation. Peut-être vous ne le savez pas, mais les enseignants qui restaient 2 ans à l'UFM après la licence avait un plan de formation qui ne laissait pas de place pour des stages de 6 mois ou encore moins de 12 mois. Donc on a eu, dans un premier temps, une politique internationale qui était derrière les drapeaux du MAE et des SCAC. C'est-à-dire essentiellement du fleuve pendant longtemps, malheureusement. Donc ça a été pour moi un enfer, non pas parce que je n'aime pas le MAE, mais parce que ça ne mobilisait personne dans l'UFM et encore moins d'équipes à l'extérieur, chez des partenaires qui n'existaient pas. Donc ça, c'était dans un premier temps, oui. Maintenant, on a depuis très peu, d'ailleurs, on est coordonnateur d'un projet Erasmus Mundus ACP. On a une chaire UNESCO en commun avec Cheikh Anta Diop à Dakar. Et ça a pu se faire que par une stratégie véritable d'établissement en lien avec et l'UNESCO et le ACEA, enfin l'agence exécutive, et puis bien sûr l'agence française qui est ici dans la salle. Ça s'est fait par une stratégie de réseau thématique, de participation à tout un tas d'événements, puis ensuite avec une politique d'événements scientifiques, colloques et ainsi de suite, avec nos partenaires, doucement, en dehors d'ailleurs des budgets internationaux très souvent, par une politique de partenariats bilatéraux, pour renforcer les capacités de ces établissements-là, pour les amener en commun à avoir ces colloques. On en a fait donc à peu près partout dans le monde méditerranéen et en Afrique subsaharienne pour le réseau dont je parle. Et puis petit à petit, ça a pu rentrer dans les grands projets européens de type Erasmus Mundus, Jean Monnet, puisqu'on en a un également, et Chaire UNESCO pour ce qui concerne là, qui était sur de la capitalisation thématique d'un travail à long terme lié à des priorités d'établissement autour de thématiques. Mais c'est encore en travail. Par rapport à l'Université Saint-Joseph, la situation est presque pareille. C'est-à-dire, nous avons commencé par des conventions d'ordre général qui ont débouché sur des partenariats bilatéraux par le biais de la mise en place de conventions de thèse en co-tutelle, d'échanges d'enseignants, de colloques. Et la stratégie, elle a suivi, si vous voulez. C'est-à-dire, on n'a pas commencé par une stratégie globale, on a commencé par des conventions bilatérales qui ont débouché par la suite à des stratégies. Voilà, c'est un peu dans le même sens. Oui, pour ce qui me concerne, si je parle uniquement d'ailleurs du master dont je m'occupe, qui est la seule formation vraiment internationale qu'on ait depuis très très longtemps, effectivement au départ cette formation elle s'est appuyée sur des partenariats Erasmus dans la mesure où il y avait un besoin de financement des déplacements des étudiants. Alors quand je parle d'Erasmus, c'est bien sûr les partenariats Erasmus classiques. On a aussi fait appel à d'autres types de partenariats, comme par exemple les partenariats régionaux, puisqu'il était toujours question d'internationalisation, comme par exemple chez nous en Aquitaine, Euskadi-Navarre, qui est un partenariat que nous avons avec des institutions universitaires au-delà de la frontière, donc dans le Pays basque espagnol et région de Navarre. Et puis petit à petit, il y a une évolution, mais l'évolution, elle est plutôt venue, la demande des étudiants, elle est plutôt venue leur désir d'aller plus loin, c'est-à-dire que l'Europe, on s'est rendu compte au bout d'un moment, et on s'en rend compte aussi aujourd'hui sous l'effet de la crise,
l'Europe vue par des étudiants de la vieille Europe, on pourrait dire, entre guillemets, c'est plus suffisant, c'est-à-dire qu'il y a une demande très très forte, toujours dans la génération CV, hein, dont on parlait tout à l'heure, pour un employeur futur. Ils sont devenus très pragmatiques, les étudiants. Pour un employeur futur, il vaut mieux avoir passé 8-10 mois, enfin un semestre plus un stage en entreprise aux États-Unis, ou même en Chine ou en Inde, ou au Brésil, qu'en Europe. C'est plus valorisant, ça attire davantage l'œil dans la pile de CV qui peut exister aujourd'hui dans les métiers auxquels prétendent les personnes qui sortent de ce master. Et donc, petit à petit, on a abandonné ce type de programme pour se réorienter, mais ça a été la pression des étudiants et cette demande nouvelle qu'il y a eu pour finalement sortir de l'Europe. Alors, probablement que c'est spécifique un petit peu aux pays de la vieille Europe. Je pense que ça n'est pas vu de la même façon par des étudiants qui viennent des nouveaux États membres. Peut-être que ce n'est pas vu de la même manière par les étudiants qui viennent d'Europe du Sud. Il y a qu'à voir la demande actuellement des étudiants espagnols pour aller par exemple en Allemagne. Mais je pense qu'il y a un effet crise qui se ressent aujourd'hui énormément dans effectivement ces partenariats que l'on... Donc on est parti sur des partenariats un peu type générique, soutenus par des programmes. Puis là maintenant on est dans une démarche volontariste de coopération avec les meilleurs des BRICS, avec les États-Unis bien sûr. Bon, du côté de Meknes, moi je peux dire qu'il y a 3 composantes. Donc la première, c'est, je ne dirais pas imposé, mais c'est une réponse à un appel d'offres. Et donc, dans le cadre de Mare Nostrum, c'était un appel d'offres et l'université a participé, donc elle a été acceptée en tant que membre associé. Et donc, ça répond, disons, confortablement aux demandes de nos étudiants. Le deuxième cas, si vous voulez, donc, c'est venu de partenariats, disons, bilatéral entre enseignants. D'abord, contact entre enseignants qui a abouti à, si vous voulez, donc l'instauration de ce master en double diplomation. Et si vous voulez, ce master-là, ou bien les résultats donc obtenus dans ce master-là, nous ont donc, si vous voulez, orienté de l'inscrire dans la stratégie de l'université. Pourquoi ? Parce que la région de Meknès, c'est une région, Meknès-Tafilat, c'est une région donc minière, donc d'excellence. Et il y a un certain nombre de pays, d'autres pays africains, qui ont émis le souhait de faire la même expérience. Et donc, c'est une ouverture, disons, vers le sud-sud. Et là, maintenant, donc, on est en train de l'inscrire dans la stratégie, si vous voulez, de l'université, dans ce qu'on appelle maintenant un projet d'action 2013-2016. Et donc, on peut dire qu'on a 3 composantes. Donc, imposé, entre guillemets, et le partenariat bilatéral. Et maintenant, c'est devenu quelque chose de stratégique pour l'université. Alors c'est très intéressant, votre point de vue et celui de Marie-Christine Gautreau-Lalanne. On est vraiment là aux opposés, si j'ose dire. Dans un cas, vous avez une base territoriale et professionnelle installée, et c'est à partir d'elle que vous développez des partenariats pour lesquels il n'y a pas de prérequis pour les pays partenaires, sinon de partager cette culture industrielle qui est le point commun et l'enjeu de vos projets, alors qu'on voit que dans les écoles de management, on est, si je veux être un tout petit peu provocant, sur une formation très généraliste qui fait que le produit international est finalement prioritaire sur l'identité territoriale. Et parce que quand on choisit les États-Unis, le Canada, l'Australie ou même le Brésil dans le milieu professionnel des affaires, on vise plutôt la généralité d'un modèle de fonctionnement managérial que la spécificité culturelle du lieu ou du pays. Paradoxalement, on est peut-être plus tourné vers l'autre quand on se déplace dans un pays européen que quand on va dans un quartier d'affaires du monde tout court. Voilà. Donc c'est juste une remarque. Peut-être cette remarque introduit-elle déjà des questions dans la salle. 2 ou 3 remarques. D'abord, en ce qui concerne le partenariat, parce qu'il me semble que c'est vraiment une question politique. C'est vraiment une question politique d'abord d'État, puis des universités, puis du réseau existant des chercheurs. Il est bien de penser que l'université peut choisir librement ses partenaires, mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas.
Effectivement, dans la plupart des cas, nous sommes obligés de suivre les offres existantes. Donc, effectivement, c'est un autre type de stratégie politique qui s'impose par les sources disponibles, par les programmes, par les projets dans lesquels on peut trouver des financements. Et ici, cette deuxième remarque de prestige. Vous savez bien que maintenant, il se prépare un rating de toutes les universités européennes, qu'il y a des préférences, pas seulement de pays, mais aussi de notoriété de l'université, qui est cherché comme partenaire. Et j'aimerais vous donner immédiatement un exemple. J'aimerais préparer un master sur la politique urbaine, mais un tel type de master existe déjà entre Sciences Po Paris et London School of Economics. Donc, et cette dernière remarque, je pense évidemment sur les masters bilingues. En ce qui concerne la question du langage, de la langue, excusez-moi. Je pense que nous avons un tel besoin d'ouvrir une deuxième langue. Donc, c'est pas seulement, par exemple, chez nous, bulgare-français, mais anglais-français, pour pouvoir gérer d'une certaine façon nos propres stratégies. Parce que sinon, on tombera toujours dans la logique des grands sponsors, dans la logique des grands partenaires et aussi dans la logique de l'absence de l'État de temps en temps ou du déficit de politique stratégique dans le domaine de l'éducation. Merci. Non, si vous pas. Alors, si vous pouvez, au moment de prendre le micro, si vous pouvez vous nommer pour l'enregistrement, si on doit faire des transcriptions, ce sera plus facile. Thierry Combe, donc maître de conférence Université de Reims. Alors j'ai une question que je me pose souvent, c'est au niveau des partenariats euro-méditerranéens ou internationaux d'une manière plus large. Est-ce que c'est des décisions qui sont stratégiques, c'est-à-dire quelque chose qui est voulu, organisé, pensé, analysé, ou si c'est simplement du domaine de l'émergence, du hasard? Et je dois avouer qu'à l'issue de vos témoignages, même s'ils étaient succincts, j'ai toujours pas de réponse à cette question. Donc, j'ai bien vu qu'il y avait plusieurs modèles, mais est-ce que vous avez à votre niveau une réponse entre stratégie et puis je dirais aléa? J'ai une petite réponse aux deux d'ailleurs. Sur le choix, bon, c'est bien sûr, hein, il y a des universités qui se choisissent. Et si à Aix-Marseille on a décidé la réunification des trois, c'était aussi pour d'abord remonter dans Schengen, parce que d'un point de vue simplement statistique, on passe de là, je sais pas combien, de ce centième où on n'apparaissait pas quand on était séparés en trois universités, dans un top 100 d'abord, qui est pas terrible, mais enfin ça nous fait monter, et petit à petit ça nous donne une visibilité, une crédibilité auprès de certaines universités qui ne nous voyaient pas auparavant. Ça, c'est vrai. Mais je pense qu'on peut... que les partenariats qu'on choisit ne sont pas forcément insensés. Enfin, nous, on a fait le choix, mais c'est très, très récent, d'être territorialisé, tout bêtement. Ce qu'on ne faisait pas auparavant. Quand je dis territorialisé, c'est-à-dire qu'on appartient à la région PACA, quoi, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et que donc, avant, on faisait comme tout le monde, en fonction des opportunités, des appels d'offres, ça correspondait à des thématiques d'équipes de recherche et on répondait. Maintenant, on a des priorités qui sont les mêmes. Enfin, en tout cas, on discute avec la région et avec la ville de Marseille. Les conseils départementaux, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ne s'occupent pas de supérieurs et donc leur politique est moins visible. Mais on cherche maintenant, clairement, et je crois que, en tout cas pour ce qui nous concerne, la ville de Marseille et la région, ils sont favorables, ils participent à toutes les commissions internationales. On cherche à avoir des priorités communes, des financements communs, et donc on les choisit parce que géographiquement ou thématiquement ou problématiquement en fonction d'enjeux sociétaux, puisque nous on est à Marseille, évidemment Euromed ça nous parle, bon mais nous on parle plus de méditerranéens que d'euro-méditerranéens, c'est la Méditerranée notre région. Là maintenant c'est notre priorité principale, on l'avait déjà auparavant, mais ça nous a renforcé parce que les collectivités aussi territoriales sont avec nous là-dessus. Donc ça c'est la première des choses qui correspond un peu à une réponse aux deux interventions. Je pense qu'on ne peut plus maintenant
d'abord agir individuellement ou agir au gré des équipes de recherche, mais il faut absolument travailler en commun avec l'ensemble des forces économiques, sociétales, parce que là, on pourrait aussi parler des associations, hein. On essaye de travailler aussi avec les associations. Par exemple, pour nous, les Comores, l'Arménie, c'est bien sûr le monde arabe, mais tout cela est important vu la représentation de ces pays et de ces nationaux à Marseille. Donc on travaille également avec les associations qui existent à Marseille là-dessus. Je pense qu'on doit faire des choix stratégiques qui correspondent évidemment un peu aux universités porteuses de beaucoup de valeurs aux USA, au Canada, au Japon, en Australie. Ça, on ne peut pas y échapper. Mais enfin, on peut quand même aussi choisir des choix stratégiques qui correspondent à notre réalité géographique et sociétale. Pour ajouter, ça marche ? Oui, pour ajouter simplement à ce que vous venez de dire, bon après, je dirais que les choix, les partenariats, comme disait mon voisin de gauche tout à l'heure, on peut aussi les nouer par des affinités individuelles et faire que quelque chose marche pendant très longtemps, et ensuite recadrer ça dans un partenariat stratégique. Je dirais que le partenariat stratégique, il sert d'enveloppe éventuellement à un moment donné, et puis après on réfléchit et on se réoriente dans la direction qui est la plus favorable à notre public. Notre public, c'est des étudiants ou des chercheurs. On peut avoir des orientations différentes suivant que, par exemple, moi je suis dans une institution où il y a des masters recherche et des masters professionnels. Bien évidemment, les orientations que l'on va privilégier pour les masters professionnels, elles ne seront pas forcément les mêmes que celles qu'on privilégiera pour les masters recherche, où il peut y avoir d'autres intérêts. Donc, les orientations peuvent être différentes, et au sein même d'une même université, eh bien, chaque entité peut avoir des orientations stratégiques différentes. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez justement, Marie-Hélène Amiot, École spéciale d'architecture. Effectivement, en fonction des domaines de spécialité, les partenaires stratégiques changent, mais surtout le facteur étudiant, nous on a vu, était un facteur de changement intéressant en interne. Quand je suis arrivée, les destinations européennes étaient complètement délaissées dans l'école parce qu'effectivement, ils avaient l'impression que nous, ils partent en 4e année, c'est presque la dernière année, qu'en allant aux États-Unis, au Brésil, ils allaient avoir vraiment une expérience professionnelle architecturale très intéressante. Et en fait, plus on leur a demandé de réfléchir à leur projet pédagogique et plus on a demandé aux étudiants d'envisager ce semestre d'échange comme un vrai projet articulé entre la licence, le master et leur projet de diplôme, et plus on a vu évoluer les choix des étudiants, et effectivement plus vers l'Europe, parce que dans notre domaine de spécialité, dans l'urbanisme, dans les nouvelles constructions, etc., ils se sont aperçus qu'autour d'eux, en Europe, il y avait des partenariats à privilégier. Donc je pense que ça, c'est un ressort aussi, c'est-à-dire que l'étudiant, la formation et comment il peut envisager dans son parcours une expérience d'échange, comment il va se l'approprier en amont et en aval de sa formation, permet aussi d'adapter nos stratégies de partenariat de manière très efficiente en fait pour les étudiants et finalement efficiente pour l'institution. Oui, juste un mot, je pense que vous avez tout à fait raison. Pour ce qui concerne la mise en valeur des destinations aussi, c'est vrai que c'est à nous de rendre un peu sexy les destinations Erasmus, hein, parce que si on insiste trop aussi sur les partenariats, je dirais, au long cours et qui nous amènent très très loin, ça peut être intéressant justement pour le devenir de l'étudiant, mais aussi on peut avoir des partenariats particuliers, ne serait-ce que des doubles diplômes ou d'autres choses un petit peu plus intelligentes, un petit peu plus intéressantes, qui font que les étudiants vont à un moment donné revenir vers l'Europe en termes d'intérêt, quoi. J'ai envie de vous renvoyer la question. Est-ce que le dessin de l'Europe que vos étudiants ont, d'un point de vue d'architecture, laisse place à des frontières intérieures de l'Europe? Je dirais, est-ce qu'il y a une Europe du Nord où il y aurait le Danemark, la Suède et l'Allemagne d'un côté? Est-ce qu'il y a une Europe orientale, une Europe du Sud? Comment est-ce que ça se configure? Est-ce qu'il y a des liens entre l'architecture espagnole et l'architecture belge parce qu'il y a eu des histoires anciennes entre ces régions? Ou bien est-ce que... voilà, est-ce que...
Oui, il y a un dessin architectural, entre guillemets, de l'Europe pour nos étudiants qui d'abord voulaient tous partir dans le Nord parce qu'ils voulaient tous faire du bois, de l'écologique, du BBC, des écoquartiers pour les urbanistes. Ils pensaient vraiment que c'était... voilà. Et puis, ça évolue en fonction des enseignements aussi. Et les enseignements reviennent de plus en plus à regarder des architectures vernaculaires. On parlait des territoires tout à l'heure. On travaille beaucoup avec le CNFPT de Montpellier. Voilà. Et là, on s'aperçoit que réfléchir à Montpellier... Avoir des références du Nord quand on construit à Montpellier, ça n'a aucun sens, même si c'est exemplaire ce qu'on fait dans le Nord. Et donc, il y a une nouvelle Europe qui se dessine et surtout, d'où ma présence ici, un intérêt très fort pour le bassin méditerranéen, le Maroc. On a beaucoup d'étudiants marocains, nous, à l'école spéciale. Donc voilà, cette Europe, elle se dessine, elle se recompose en fonction, effectivement, des enseignements architecturaux et des expériences. Voilà. Donc elle se rouvre vers la Méditerranée, clairement. Oui, madame, ma question s'adresse à vous. Tout à l'heure, vous avez parlé de destinations exotiques, les BRIC. Et évidemment, ça s'est souligné implicitement le drame qui est celui de l'Europe, aussi des États-Unis, qui est le drame de la désindustrialisation. On perd... Nous sommes des pays désindustrialisés. Et donc, ce n'est pas étonnant, d'ailleurs. Les formations d'ingénieurs dans les universités fondent comme neige au soleil. Les sections de physique sont devenues inexistantes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de débouchés, tout simplement. Ou alors, il faut s'expatrier. Et donc, qu'est-ce qu'on forme ? Des spécialistes de la finance. Mais oui... Et ce n'est pas un hasard si les meilleures écoles en matière de management et de finance sont, d'après The Economist, en Angleterre et en France, les deux pays d'Europe les plus désindustrialisés. Dans le top 20 de ce classement de The Economist ne figure pas l'Allemagne, figurez-vous. Par contre, HEC est numéro 1. Et donc, il y a 4 ou 5 ou 6 anglaises et autant de françaises. Alors, il doit y avoir la Bocconi. Et puis, enfin, bon... et pas d'allemand. Mais ça, c'est seulement l'Allemagne n'est pas désindustrialisée. Alors, ça pose un redoutable problème pour ce qui concerne, me semble-t-il, je voudrais avoir votre sentiment, l'orientation du programme de mobilité tel que Erasmus. Parce qu'à l'origine, on imaginait que Erasmus, ça puisse servir en quelque sorte à faciliter les migrations professionnelles ultérieures intra-européenne. Or, il semble bien que les qualités que l'on reconnaît d'ouverture, d'adaptabilité, tout ce que vous voulez, aux étudiants d'Erasmus, ça va servir bientôt à être un puissant facteur d'émigration, de fuite des cerveaux. Alors, est-ce que c'est raisonnable d'imaginer un programme européen dont la finalité, finalement, revient à organiser la fuite des cerveaux. Voilà. C'est un truc de cohérence. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, simplement, un point de détail, mais qui est quand même important. Vous dites, bon, les pays désindustrialisés n'attirent plus. Je peux vous dire que les États-Unis attirent toujours, et même au pire moment de la crise américaine, il y avait toujours une très très forte demande pour les étudiants parce qu'il y a un prestige de l'université américaine, même si on est dans un pays désindustrialisé. Moi, je crois qu'actuellement, il y a aussi, ils attirent encore, et je crois que si on va voir en Asie, par exemple, eh bien, on se rend compte, nous, on a pas mal d'étudiants qui viennent d'Asie. Ils viennent pas chez nous seulement parce que c'est pas cher, ils viennent chez nous parce qu'il y a un prestige aussi de la France. Donc, il n'y a pas que l'industrialisation qui compte, je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, les étudiants, malheureusement, se rendent compte que l'Europe, elle est en crise, bien sûr, ou quel que soit le pays auquel on pense, et qu'il faut peut-être aller voir ailleurs, peut-être pas définitivement. Je pense que cet exode, il n'est pas forcément définitif, mais les étudiants, ils ont envie de travailler, ils n'ont pas envie de galérer au chômage pendant des années. Et donc, effectivement, la première expérience, ils sont pragmatiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas. Moi, je ne pense pas que ce soit une fuite définitive des cerveaux. Je pense qu'ils vont faire leur expérience ailleurs. Et moi, l'exemple que j'ai de mes étudiants qui travaillent loin, qui travaillent en Amérique latine, qui travaillent en Amérique, en Asie, c'est qu'en général, au bout de 4, 5, ils ont le mal du pays, ils reviennent.
Mais ils reviennent avec une expérience professionnelle qu'ils peuvent valoriser en Europe. Alors bon, maintenant, il y a la crise. C'est vrai que ça peut durer longtemps aussi, on ne sait pas. Vous le disiez ce matin. J'ai envie de vous répondre aussi un tout petit peu que tout n'est pas dans tout et qu'on ne peut pas demander aux établissements universitaires d'être simultanément les porteurs de la politique ou de l'absence de politique de leur pays de référence. Et qu'il me semble que le propos que vous tenez, avec lequel je peux être assez facilement d'accord, est un propos qui renvoie beaucoup aux responsabilités d'organisation politique. Et donc finalement, et c'est là que c'est un peu dialectique, finalement à la conscience que le citoyen européen a ou n'a pas des enjeux pour l'avenir, puisqu'après tout, ce sont les parents qui votent, même si c'est les enfants qui vont faire des études à l'étranger. Et si les parents ne se soucient pas d'un projet politique européen, il est un peu difficile que les enfants et les départements d'université doivent créer un surmoi européen que le territoire ne porterait pas. Voilà, c'est juste une remarque en passant. Et je pense que ça renvoie aussi à la question des langues, parce qu'après tout, comment peut-on avoir une politique d'intégration industrielle européenne si un jeune Français ne peut pas comprendre un jeune ingénieur allemand en parlant l'allemand? Si chaque fois on doit passer par la langue des financiers de la City pour pouvoir se comprendre entre industriels de Catalogne et d'Allemagne, il est probable qu'effectivement l'attirance vers l'Australie sera dominante dans une cinquantaine d'années. Sur les langues, je voudrais quand même intervenir un petit peu. Il y a à l'heure actuelle en Europe un énorme décalage entre le discours sur la variété, la diversité, la grandeur de nos cultures et nos langues, sur les déclarations même politiques, où tous les jours, quel que soit le pays qui les déclare, et puis la réalité des langues qui sont parlées en Europe. Et si vous regardez bien, au cours des 10, peut-être 20 dernières années, dans le domaine des langues, il n'y a eu qu'une seule politique, c'est la politique du laisser-faire. Et la politique du laisser-faire a laissé... Et pourquoi pas, c'est pas moi qui vais m'en plaindre en tant qu'angliciste, se développer en effet la langue anglaise qui a pris une importance tout à fait importante, remarquable au niveau de la recherche, hein, notamment pas parce qu'on est proche de l'Angleterre, qui est le pays le moins européen de l'Europe, n'est-ce pas? Ce qui est un paradoxe, hein, on parle anglais, on va vous dire on parle anglais en Europe, c'est bon. C'est évidemment l'Amérique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette absence de politique a entraîné une réaction de la Commission qui a dit « Mais attendez, là, on va vous rappeler quand même à cette identité européenne qui vit des langues. » Et notamment ce fameux formule 1+2, c'est-à-dire langue maternelle ou langue première, comme on dit maintenant, et puis une langue de diffusion internationale, oui, c'est très habile, hein, on ne dit pas ce à quoi vous pensez, et puis une autre langue qui peut être une langue qui vous intéresse personnellement. Et ça s'accompagne. Qu'est-ce que l'on entend maintenant? Et je voudrais très très rapidement, hein, voilà ce qu'on entend. Premièrement, les langues, c'est toute la vie. Et toutes les langues. Comme si on disait, finalement, l'anglais ne suffit pas. Ce qui me paraît assez normal. L'anglais ne suffit plus. Et ça devient même... regardez les tarifs de traduction. Vous allez sur Internet. Vous allez voir, si vous traduisez en anglais, ça doit être 100 € la page. Mais si vous traduisez en chinois, c'est 800 €. C'est-à-dire que le traducteur d'anglais, maintenant, est devenu quelque chose de tellement commun. La langue anglaise est devenue une langue tellement commune qu'elle n'est plus véritablement une référence. Il en faut d'autres. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant, on l'a évoqué, vous tous, c'est à côté de la mobilité académique, nous avons la mobilité professionnelle, le fait de pouvoir aller travailler ailleurs, de s'expatrier et de pouvoir comprendre ce que l'on fait dans un pays étranger. Je vais vous donner 2 exemples qui sont à l'opposé. Premier exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les forums business forum en Europe, c'est-à-dire avec les entreprises. Que demandent les entreprises? Qu'attendez-vous des étudiants en dehors de leur spécialité scientifique? Écoutez bien. Première chose, qu'ils aient de la capacité à travailler en informatique. D'accord. Deuxièmement, capacité à travailler en équipe. Tiens, c'est intéressant. Troisièmement, être capable d'être chef de projet. C'est intéressant, mais les langues, là, non, on n'en parle pas encore. Et le 4e, c'est capacité à évoluer dans un milieu international. Ce qui signifie, certes, les langues, mais plus que les langues, bien entendu. Alors, ça, c'est le premier exemple. Ça, c'est plutôt pour les cadres.
Deuxième exemple, toujours en mobilité, et c'est là où les langues sont là. Regardez, que font les Espagnols du sud de l'Espagne à l'heure actuelle? Il y a des groupes qui se réunissent, vous l'avez vu comme moi à la télévision, et qui apprennent l'allemand, parce qu'on leur offre du travail en Allemagne. Vous voyez bien donc que, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas les langues qui sont premières. La motivation, elle est plutôt dans l'emploi, dans la mobilité, dans la recherche, dans la spécialité, et les langues vont venir automatiquement. Et parfois, j'en veux un peu à mes collègues linguistes qui hurlent « les langues, qu'est-ce qu'on a fait des langues ?» Non, laissez l'étudiant avoir sa spécialité, se lancer, et les langues viendront assez naturellement. Et puis, il y a autre chose qu'il faut dire, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, c'est la notion de demande à l'heure actuelle qu'on ne perçoit pas vraiment ce qu'on va appeler de la société civile dans toute l'Europe, et pourquoi pas dans le monde, en matière de justice, en matière de santé, en matière de sécurité, dans tous les échanges qui se produisent entre les pays, on a besoin des langues. Et on n'a pas besoin simplement de l'anglais ou du mauvais anglais. Et ce besoin des langues, c'est un besoin de société. On le dit volontiers, un besoin sociétal. C'est-à-dire que le problème des minorités, des migrations, de langue de certaines main-d'œuvre, de problème d'inclusion sociale qui est dans l'Europe 2020, fait que les langues, la compréhension, l'intercompréhension devient prioritaire. Et je termine sur la dernière idée. Et vous allez voir que c'est vraiment pas simple. C'est la question de qualité. Peut-on se contenter de la langue la plus répandue dans le monde, c'est-à-dire bad English? Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, l'étudiant moyen, je ne parle pas du professeur moyen, hein, je parle de l'étudiant moyen, se contente d'un petit anglais. Et avec ça, il va pouvoir aller à Hambourg, il va pouvoir aller suivre des cours, même on l'apprend à Bratislava, ou même à Porto, il y a des cours en anglais. No comment. Et nous avons une responsabilité ici parce que le problème des langues, ce n'est pas un problème, c'est une question de qualité, d'investissement intellectuel, d'investissement parfois aussi financier, mais bad English, bad science. Poor English, poor business. Mais c'est évident. Et on ne peut pas se contenter de cela. Et donc, vous connaissez la fameuse phrase de Umberto Eco, que j'aime beaucoup personnellement, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et on s'aperçoit qu'il y a de telles exigences de qualité dans l'échange qu'on ne peut plus se contenter de l'à peu près et qu'on a besoin d'avoir recours au traducteur, sinon à l'interprète, ou d'inviter ceux qui ont des responsabilités à un haut niveau, ne pas se contenter d'une langue médiocre. Et là, je crois que l'enjeu est réel. Vous voyez, il est à la fois au niveau de la mobilité, au niveau de la société, au niveau de la qualité du travail. Et ce virage, on est en train d'en prendre conscience. Et je peux vous dire que dans Erasmus pour tous, il y aura certainement un paragraphe, j'ai participé à certaines commissions, un paragraphe où l'on dira qu'il n'est plus possible à un étudiant de partir en mobilité s'il ne s'est pas préparé linguistiquement. Vous parliez d'étudiants qui partaient dans des mobilités fantaisistes parce qu'on part au dernier moment. Ah oui, je parle anglais, je vais aller à Vienne. Mais non, ils parlent tous anglais là-bas. Non, ça c'est fini et il y aura en effet une exigence, et je pèse le mot, qui dira vos étudiants partiront, vous aurez de l'argent pour qu'ils partent s'il y a une préparation culturelle et linguistique, et ne serait-ce que pour varier les destinations et ne pas faire en sorte qu'on aille toujours vers un pays anglophone. Merci beaucoup. Je crois que c'est un rappel et une incitation qui nous motive et qui nous renvoie à une exigence pour l'avenir. Jacqueline, tu voulais intervenir aussi? Oui, merci Gérard. Oui, j'aurais peut-être une question un peu ciblée en direction de Philippe Claret et la recherche dans tout ça. Philippe, dans votre présentation, vous êtes mis un peu en décalage avec les autres collègues fortement investis. On vient de le voir sur les questions de formation. On a parlé de stratégie d'établissement, on a parlé de mobilité. Personnellement, j'ai eu immédiatement une première question. Pourquoi cette dichotomie entre la recherche
et la formation, me semble-t-il, dans une stratégie d'acteur, dans un rôle d'acteur au sens large. Est-ce que cette dichotomie est encore aujourd'hui d'actualité? Est-ce que la recherche ne doit pas bénéficier des résultats de la formation et inversement, est-ce que les résultats de la formation ne nourrissent pas la recherche? Donc j'aimerais avoir votre regard de chercheur, Philippe, sur ces questions-là et plus particulièrement dans l'avenir, comment nous pouvons mailler ces deux champs qui, je crois, sont encore, enfin je l'ai présenté de manière un peu caricaturale, mais sont encore effectivement dichotomiques. Comment est-ce que dans l'avenir on peut mailler ces deux champs pour effectivement avancer d'une part sur ces chemins démocratiques auxquels nous réfléchissons et également aller quand même vers l'inclusion socio-professionnelle de la jeunesse qui est quand même ce vers quoi nous souhaitons tendre. Bien, alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un choix de ma part. Je ne fais pas ce choix, cette dichotomie entre recherche et formation. Simplement, n'ayant pas eu de responsabilité importante dans mon université au niveau des échanges, Erasmus ou autres, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas imaginé d'intervenir sur ce terrain. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il doit y avoir complémentarité. Alors, puisque vous me donnez la parole, je voudrais rapidement évoquer ce qu'une expérience en matière de recherche à Bordeaux 4 permet de dégager comme questionnement finalement. Alors cette expérience, je dois le dire, c'est important, cette expérience, on la doit en fait à l'un d'entre nous ici présent, qui est le professeur Slobodan Milacic, qui tout à l'heure présentera un rapport de synthèse. Sans doute eût-il été mieux placé que moi pour parler de cette expérience qui concerne un centre qui a porté le nom de Centre d'études et de recherche sur les Balkans, qui, pour faire court, a existé pendant environ 15 ans, créé en 1995, à une époque, il faut s'en souvenir, où les Balkans semblaient, du moins en Europe occidentale, un terrain bien compliqué. Ils le paraissent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, dans un contexte difficile, et c'était une structure de recherche finalement de petite taille. Donc cette expérience, elle s'est faite à échelle réduite. Et j'ai eu la chance d'accompagner Slobodan Milacic pendant ces 15 années, où nous avons cherché à développer au niveau de la recherche, parce que pour nous, tel que nous l'avions conçu, tel qu'en tout cas le professeur Milacic l'avait conçu au départ, il ne pouvait pas être question de formation dans un premier temps. Et donc cette expérience a concerné la recherche. Et moi personnellement, et ce sont les quelques idées que j'en avais retenues, cela rejoint d'ailleurs des remarques qui ont été faites par les uns et les autres aujourd'hui sur le terrain de la formation. Premier point, c'est la difficulté qu'il y a incontestablement à transformer des rapports interindividuels en rapports institutionnels. Quelle que soit la bonne volonté, et elle est même toujours là finalement, la bonne volonté des partenaires, il n'est jamais facile de transformer l'individuel en institutionnel parce que, évidemment, chacun le sait bien, on se heurte, si je puis dire, à des obstacles administratifs, bureaucratiques et autres, et ils sont nombreux dans le monde universitaire où que ce soit. Donc, il y a ce souci, au fond, de la pérennité des actions de coopération. C'est vrai aussi, j'ai été attentif à ce qui a été dit tout à l'heure, si dans la formation, vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous, c'est quelquefois au hasard, on va dire, des rencontres, qu'une action de coopération, en tout cas de formation, peut se faire. Idem en matière de recherche, c'est parfois au hasard d'une rencontre qu'on peut initier une coopération, mais tout le problème ensuite, c'est de la pérenniser dans le temps, de façon à ce qu'elle porte des fruits, de façon à ce qu'il y ait, ce serait le second point en quelque sorte, une véritable dynamique de recherche. Et cette dynamique de recherche, alors c'est sur ce terrain peut-être que la jonction entre recherche et formation peut être envisagée, quand c'est possible, avec la création de filières, quelles que soient les modalités, on ne va pas les reprendre ici.
Mais il me semble qu'à ce niveau-là, il y a peut-être une autre difficulté, en tout cas que j'ai cru mesurer dans cette expérience à laquelle je fais référence, c'est que il n'est pas toujours facile, malgré la bonne volonté des uns et des autres, hein, encore une fois, il n'est pas toujours facile d'accorder les thématiques, les problématiques de recherche, les méthodologies. C'est un terrain sur lequel il y a beaucoup à dire. Je pense en particulier au niveau des co-tutelles de thèse. Alors là, on est évidemment en plein dans le domaine de la recherche. Enfin, c'est la fin de la formation, mais c'est aussi évidemment la recherche, les co-tutelles de thèse. On voit bien que les Français développent depuis toujours des exigences académiques qui ne sont pas forcément partagées en Europe, hein, je ne parle pas d'autres pays que l'Europe, la grande Europe, et qui ne sont parfois pas comprises même. Et donc, faire une thèse, alors dans les domaines, j'aurais dû dire bien sûr que tout ce dont je parle concerne les domaines relatifs aux études constitutionnelles et politiques, droit public, sciences politiques. Il n'est pas facile de faire comprendre à nos partenaires pourquoi nous avons ces exigences académiques, pourquoi nous pensons qu'elles sont finalement très productives. Voilà, alors, bon, je ne veux pas accaparer la parole, j'ai peut-être pas répondu complètement à la question que vous me posiez, Jacqueline Bergeron, mais je suis bien sûr convaincu, j'y reviens, c'était le point de départ, qu'il faut articuler recherche et formation, articuler la recherche par rapport à la formation, et je pense qu'en matière d'organisation, de coopération internationale, on doit tendre de plus en plus à cela, mais c'est vrai que je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire en la matière, à commencer par nos propres universités en France. Je suis dans une situation difficile parce que je vais vous obliger à retourner 3 questions en arrière, hein, le professeur Alain Janel. Mais la question de la recherche et de la formation est une question qui est liée à la réflexion que je vais faire maintenant. On a parlé de désindustrialisation de la France. On a parlé du fait que les étudiants français, dans le fond, vont beaucoup plus se diriger vers des études qui vont les mener vers les finances, le management, etc., beaucoup plus que vers des filières qui vont être de type industriel ou technologique. Alors, il faut s'interroger sur comment cela s'est passé. Et là, votre analyse de la manière dont le système de recherche est mis en France est extrêmement important. C'est-à-dire, que fait un très bon étudiant reçu avec la mention « très bien » au bac scientifique en France? 2 choses. Ou il intègre une grande école. Et à ce moment-là, il sait très bien qu'il va être formaté pendant 4 ans. Ou alors il décide de suivre un cursus universitaire. Et la plupart du temps, il ne va pas suivre un cursus universitaire lié à la discipline scientifique. Il va aller vers les sciences humaines et sociales ou vers les sciences politiques ou vers le droit. Parce que là, il a l'impression d'apprendre quelque chose de la société. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre formation en sciences en France? Dans l'enseignement secondaire, progressivement, on est arrivé à tellement sélectionner les étudiants qui allaient faire les filières scientifiques que ceux qui en avaient la capacité et qui auraient pu naître progressivement ont été éliminés. Ensuite, on les a insérés dans des universités qui étaient tellement exigeantes qu'ils étaient incapables qu'ils fassent leur progression eux-mêmes et qu'ils acquièrent la capacité d'obtenir des diplômes. Ou alors, ils intégraient sur concours, et à ce moment-là, on est dans la fabrication des élites, une grande école. Et je veux dire que s'il y a des désindustrialisations en France, il faut aussi s'interroger sur le modèle de l'éducation scolaire en France. Et que c'est là qu'est l'origine du drame que nous vivons à l'heure actuelle. C'est-à-dire que nous n'avons plus formé, ou tout au moins nous avons éloigné de toute formation scientifique nos élèves.
Voilà, et comment faire au niveau d'Erasmus pour que ceci rebondisse. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de Meknes, où dans une université, parce qu'il y a un champ d'application et de découverte autre que celui qui se faisait dans l'université, au niveau des sols, de la podologie, à ce moment-là, on envoyait les étudiants à découvrir. Mais la découverte, c'est quelque chose qui a été complètement supprimé dans nos études scientifiques. Comment faire qu'Erasmus remette ça, si vous voulez, au devant de la scène? De même que le remettre au devant de la scène, comme le disait très justement le professeur Rist, au devant de la scène, un anglais de qualité, un espagnol de qualité, et non pas cette langue, moi je n'appelle même plus ça une langue, c'est-à-dire celle que je comprends, c'est-à-dire l'anglais que l'on utilise dans les colloques. Merci. Je ne sais pas si ça appelle une réponse. Oui, allez-y. Bon, la question de la recherche scientifique m'a permis de revenir un peu en arrière pour répondre à une question, parce que je pense que monsieur n'a pas la réponse à sa question pour le partenariat stratégique. Pour nous, si vous voulez, donc, j'avais prévu un exposé, mais je le laisse ici pour ceux qui veulent le voir, parce qu'il y a un certain nombre de données, mais comme il y a, donc c'est une table ronde, donc je pense que j'ai pas voulu donc perdre le temps pour le présenter, mais il y a une diapo qui résume un peu ce que j'ai dit. Dans la diapo, on a un certain nombre de partenariats entre Meknes et un certain nombre de villes, de pays. Et en analysant tous ces partenariats, on a remarqué qu'il y en a pas mal qui sont juste des partenariats sur papier, d'accord, et peu d'entre elles qui sont vraiment actives. Et là, on s'est dit que stratégiquement pour l'université, essayer donc d'aider, si vous voulez, donc ce genre de partenariat, et essayer donc de trouver le financement. Et là aussi, donc je reviens à une question, bien interrogation de monsieur, excusez-moi, donc je me rappelle le nom. Côté financement, quand j'ai présenté le cas du double diplôme à Orléans, il ne bénéficie d'aucune subvention d'un projet ni Erasmus Mundus, ni Tempus, ni rien. C'est juste l'Université d'Orléans donc, a pu trouver un financement pour les étudiants aussi bien marocains que français, sous forme de bourse, dans le cadre des relations qu'ils tissent avec la région centre. Les étudiants français, quand ils viennent à Meknes, ils sont pris en partie en charge par l'université de Meknes. Mais ça, on ne peut pas, si vous voulez, le pérenniser, parce qu'on ne sait pas ce que la région sud va continuer avec. Mais nous, stratégiquement, on est en train de chercher des moyens pour accompagner, si vous voulez, donc ce master et les masters donc, qui sont donc similaires. Maintenant, pour la question de la recherche, moi je dirais que, bon, je prends toujours l'exemple de l'université Moulay Ismail Meknes, c'est que le partenariat au départ, c'était des partenariats individuels. Et donc, il n'y avait pas de formation par la recherche. Il y avait de la recherche scientifique, mais c'est des cas individuels. Je suis chercheur, je travaille sur un domaine, donc j'ai une thèse en co-tutelle, ainsi de suite. Le problème qui va se poser, donc, et là, ça a une relation avec donc, l'inclusion socio-professionnelle, c'est que en 2015, il y a un départ massif des enseignants-chercheurs à la retraite au Maroc. Mais nos laboratoires maintenant sont presque vides. Il n'y a pas de doctorants. Presque donc. Au départ, c'était majoritairement les domaines scientifiques. Maintenant, même les domaines scientifiques sont presque vides. Et là aussi, donc, je reviens à la stratégie de l'université. Donc, comment rendre confiance, si vous voulez, donc, aux étudiants de master recherche pour aller donc, rejoindre les laboratoires. Et à ce moment-là, les axes aussi de recherche, ce sont des axes vraiment stratégiques de l'université, et qu'on est obligé de chercher, si vous voulez, leurs moyens. À ce moment-là, bon, peut-être dans les programmes internationaux, peut-être autres. Mais il faut vraiment que l'on se pose cette question-là. Par exemple, là, dans 3 ans, 4 ans, le tiers, par exemple, des enseignants-chercheurs de l'Université Moulay Ismail partiront à la retraite. Qui va les remplacer? Et là, vraiment, c'est une question que l'on se pose. Vraiment, voilà ce que j'ai à dire. Une continuation de réponse. Oui, c'était par rapport à la question que vous avez posée. J'ai oublié Alain Janel, non?
C'était juste pour un tout petit éclairage sur les enseignants, puisque vous l'avez évoqué sur la désaffection de la science et tout. Voilà. Non, c'est quelque chose effectivement qu'on connaît bien. Alors moi je suis complètement d'accord. La question de la désindustrialisation joue pour quelque chose, et sur l'absence aussi de méthodologie d'apprentissage réelle, puisque les sciences, comme vous le savez, c'était une discipline de sélection et pas d'apprentissage. Bon, donc les gens évidemment cherchaient à être bons en sciences, mais pour faire autre chose. Bon, donc ça c'est un vrai problème. On a un peu tenté de résoudre ça dès le primaire, avec la main à la pâte, des choses comme ça que tout le monde connaît ici, mais on n'a rien réglé en réalité, parce que ensuite la question dans le secondaire et le supérieur est reposée. Et ce que je vois moi, c'est que c'est extrêmement lié aussi la baisse du nombre de vocations scientifiques dans les UFM, également au marché du travail. Bon, par exemple, dans cette période, alors je ne sais pas pour mes camarades de Bordeaux, mais en cette période de crise, ça augmente. On a beaucoup plus de demandes de gens qui veulent passer des CAPES et des agrègues de sciences, physique et autres, alors qu'en temps de croissance, ils disparaissent totalement et les sections sont près de mourir à chaque fois. Donc c'est véritablement une question compliquée, parce que il y a bel et bien la refonte pour que ça devienne et redevienne de l'apprentissage, de l'enseignement véritable, pas simplement ludique, mais que ça serve à comprendre la société, ce qui est compliqué, parce que moi je suis pas spécialiste là-dessus, je suis sociologue, je suis assez loin de ça, mais je discute avec mes collègues physiciens ou autres, enfin didacticiens des physiques, ils me disent que l'affaire est compliquée, parce que de toute façon les objets techniques, les objets scientifiques, plus personne dans la société a envie de comprendre comment ça marche. Ce sont des outils, on regarde plus le capot d'une voiture et tout. Bon, voilà. Donc ça, c'est un problème extrêmement complexe, mais qui, on le voit bien, in fine, quand même renvoie à des questions de choix industriels également, et de choix de métier. Donc on est un peu coincé, quoi. Mais il y a bien des raisons intrinsèques, je crois, aussi à l'enseignement et à l'apprentissage. Il faudrait. Non, je réponds pas, puisque j'ai pas les éléments. Je pense que peut-être les camarades de l'agence, peut-être pas Julie qui est pour Erasmus Mundus, mais il y a des programmes avec Comenius qui tout de même, moi j'en connais, qui ont pris la main à la pâte et autres comme moyen d'échange. École primaire, donc les enseignants. Mais bon, j'ai aucun élément là-dessus. Ce sont des questions qui ont été explicitement posées il y a déjà 2 décennies, notamment par le rapport Fauroux, dont vous vous souvenez peut-être. Donc c'est pour dire que les questions sont déjà sur la table depuis un certain temps, même en français. Ce sera peut-être la dernière question. Vous aviez demandé le micro, vous l'avez. C'est votre... Merci. Donc Pierre Bailly de l'UPMF de Grenoble. Il me semble quand même que dans les discussions que nous avons, il y a un aspect sur les projets internationaux. Il y a 2 choses qui sont claires. D'abord, il est dit que les projets internationaux devront être dans les choix stratégiques des universités. Ça a été rappelé tout à l'heure. C'est quelque chose qui est clair. Les choix stratégiques des universités, donc on ne va pas pouvoir l'opportunité ou l'opportunisme, l'opportunité d'avoir des projets qui soient un peu à côté, c'est un peu fini. Ça, je veux dire, c'est simplement le constat d'une réalité qui commence à s'affirmer. Mais il y a un deuxième point qui, je crois, est important dans les universités françaises, c'est qui va s'occuper des projets internationaux. C'est pas les jeunes collègues. Parce que les jeunes collègues, ils savent que pour leur carrière, les projets internationaux, ça ne compte pas, c'est même un frein. Il faut qu'ils fassent de la recherche. Donc les projets internationaux ne pourront être animés, parce que c'est vrai, les universités françaises ont une partie de gens qui actuellement, ont fini leur carrière, se sont occupés de ces projets internationaux et, bien ou mal, qu'importe, ils l'ont fait. Aujourd'hui, les jeunes sont-ils prêts, les jeunes collègues sont-ils prêts à le reprendre, sachant que ça ne leur permettra pas de progresser. Alors je pense que là-dessus, il y a un vrai problème sur l'aspect purement, je dirais, enseignement. Je ne parle même pas des licences, mais même au niveau des masters. Les projets internationaux devront, d'une manière ou d'une autre, intégrer,
poser la question autrement, est-ce que vous ne pensez pas que les projets internationaux devront nécessairement intégrer des aspects recherche pour pouvoir attirer des collègues de façon à prendre du temps, alors non pas simplement pour l'international, au sens global du terme, mais par rapport à la recherche et par rapport aux possibilités de publication et de grimper, comme le disait le collègue d'Aix-Marseille, dans les classements, qu'ils soient chinois ou autres, mais qui permet de monter dans les classements, qui est quand même le grand stress de l'enseignement supérieur français depuis, alors je ne sais plus, 95, je crois, le premier classement de Shanghai, et où on reconstruit. Et je pense que derrière ça, si nous ne prenons pas, comment prendre en compte cet aspect dans le cadre de projets internationaux et de coopération, que ce soit d'ailleurs avec l'Est, qui était l'ancien, ou maintenant avec la Méditerranée, parce qu'on risque de manquer de gens pour être, on le dit, c'est comme des personnes qui vont être les porteurs de projets, mais il faut que ça puisse avoir des retombées sur l'institution et sur les collègues. Ah, merci. Je crois que vous venez de nous donner le programme d'une prochaine journée complète Erasmus Expertise. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre très brièvement. Le temps de la table ronde est à peu près écoulé. S'il y avait une remarque précise en réponse. Sinon, je pense que vous posez là une question qui nous est commune et qui est un peu la synthèse de cette table ronde, à mon sens. Donc, sauf si une réponse très précise et ponctuelle devait vous être donnée, je pense qu'il y a un point d'accord de façon générale à la table. Je pense... Vous le dites très bien. Juste, de ma part, réponse ponctuelle et anecdotique, mais pas tout à fait. J'ai appris récemment qu'au Brésil, si quelqu'un voulait monter dans sa carrière, il devait justifier d'invitation et de séjour à l'étranger. Ce qu'il fera au Brésil ne l'aidera plus du tout à monter dans une carrière locale. Donc on est aux antipodes de ce que vous venez de dire, et comme par hasard, c'est un des pays challenger, pour prendre ce mot anglais, dans la compétition académique internationale.